Salut les Sturimaniacs! C'est Sturi, on est parti pour parler de AEW Dynamite Fight for the Fallen dans la nuit du mercredi 28 juillet au jeudi 29 juillet. Un show très attendu puisque c'était le quatrième d'une grosse série de shows contenu All Elite Wrestling pendant toute cette période estivale, le mois de juillet. La semaine prochaine, ils sont de retour en Floride, Homecoming, avec une grosse affiche, je rappelle, Cody Rhodes contre Aleister Black, Malakai Black, les débuts de Malakai Black dans le ring. Et All Elite Wrestling qui bénéficie en ce moment d'une espèce de halo de lumière, une espèce de aura totalement folle puisque c'est leur troisième show consécutif avec plus d'1 million de téléspectateurs, un peu plus d'1 100 000 pour être précis, avec une hausse dans la case des démographies qui les intéressent, à savoir les 18-49, celles qui intéressent les publicitaires. Un halo de lumière également parce que là c'est désormais plus qu'une question de semaines, même peut-être de jours avant l'arrivée de CM Punk et de Daniel Bryan. Encore des éléments dans le show qui vont le prouver. All Elite Wrestling, cette compagnie qui me fait par moments rêver, mais qui a tendance également à me mettre un peu mal à l'aise. Et je vais vous expliquer pourquoi. AEW Recap, on est parti. Bon, on n'est pas exactement parti, puisque au lendemain du show, on a eu des débriefs de la part de Vince McMahon au sujet des chiffres du second trimestre de WWE, qui sont encore une fois très très bons. Les questions lui ont été posées. Est-ce que vous considérez AEW comme une concurrence quand même? Non? Vince, il a dit, niet, ils font leur truc. Voilà, on est tellement dans le turfu, on est tellement devant eux que on s'inquiète pas. D'ailleurs, je me tâte même à pas les alimenter un peu plus, tu vois. Il a laissé sous-entendre qu'il allait virer des mecs pour gonfler encore un peu plus le roster. Dans le genre, on s'en bat les couilles condescendance, t'inquiète pas, on fait notre truc de notre côté, on veut rien avoir avec eux. On est pas mal. AEW, eux, c'est tout le contraire. En ce moment, on a bien compris que cette histoire de porte interdite a peut-être été le facteur qui a fait basculer en leur faveur les signatures prochaines de Punk et de Bryan, qui vont pouvoir, s'ils le souhaitent, travailler avec des compagnies comme New Japan Pro Wrestling, Impact et peut-être encore d'autres compagnies au Mexique. On sait que c'est un rêve de Daniel Bryan aussi d'aller catcher Lucha, d'aller catcher peut-être à la AAA. Les Avengers sont en train de se rassembler, mais Vince McMahon, ça va, c'est un Thanos plutôt cool, il a rien à craindre, tout va bien. Et c'est vrai que WWE, avec toute leur expérience, tout leur savoir-faire, ils sont bien, voilà, ils vont pas réagir. C'est ce qu'a laissé sous-entendre Vince McMahon. Je vous laisse interpréter ça comme vous voulez, la section commentaires est faite pour cela, dans le respect, bien entendu, des goûts des uns et des autres. Un show qui va s'ouvrir avec un match très très attendu, le 5 contre 5, élimination, un petit peu façon Survivor Series, tout le clan de l'élite contre le Dark Order et Adam Page. Et déjà, juste ça, voilà, les frissons, goosebumps, ce qui fait que je regarde ce show sans partir avec un esprit un petit peu sarcastique, comme je peux l'avoir depuis de nombreux mois quand je regarde Raw, quand je regarde SmackDown. Vous-même, désormais sur la chaîne, si vous avez l'habitude, vous savez. Mais là, on a une entrée totalement épique de la part du Dark Order, avec une espèce de remix du thème original de Adam Page, mais façon orchestrale. Ce qui a totalement sublimé l'entrée, l'importance, c'est qu'il l'a propulsé encore un peu plus au rang de véritable héros de la compagnie. Je pense que j'ai rarement vu une entrée aussi prenante aux tripes, qui m'a véhiculé autant d'émotions quand t'es autant investi comme ça dans All Elite Wrestling. Il y a des symboliques qui sont absolument partout, ce petit vidéo package pour nous rappeler les choses sur comment on vit quand on est un cowboy. On n'a pas besoin de chapeau pour être un cowboy, et t'as tout le public qui est déjà en train de chanter cowboy shit, tu sens que la pression est en train de monter, et voilà quoi, tout était bon dans l'exécution, dans cette chorégraphie d'entrée, la manière dont c'était produit, la manière dont c'était filmé. J'ai pris une claque dès les premières minutes du show, et ça fait du bien, voilà. Prenons plaisir là où il est, vraiment, ça fait tellement de bien. Et derrière, l'élite, comment on contrecarre tout ça? On fait une grosse parodie de Space Jam qui arrive sur HBO, voilà, petit placement de produit pour Space Jam sur HBO Max, avec Kenny Omega, les Young Bucks qui sont tous affublés de t-shirts du Elite Squad pour parodier le Toon Squad, avec des ballons de basket, ils font des dunks sur des petits paniers, ils sont rentrés sur la musique du film, et ça aussi, tu vois, c'est la force de AEW, de pas avoir peur d'aller signer, tu vois, des labels pour pouvoir diffuser de la musique. À partir de là, déjà, le match, ce qui va se passer, je l'aborde totalement différemment. Et en plus de ça, dans le ring, ça se passe super bien. Les combinaisons entre Alex Reynolds et John Silver sont super. John Silver qui faisait son retour après une longue blessure, et il a été accueilli par le public comme pas permis. Malheureusement, Alex Reynolds, qui est peut-être le moins over, a été éliminé le premier, a suivi Karl Anderson. Stu Grayson et Doug Gallows se sont neutralisés après un double décompte à l'extérieur du ring. Juste avant ça, Stu Grayson, il a fait un putain de corkscrew moonsault vers l'extérieur du ring. Il y avait 5 mecs pour le rattraper, il y en a pas un qui l'a fait. Bon, mis à part ça, c'est le seul point d'ombre sur le match. Le reste est tellement cool. Evil Uno va être le prochain à sortir. On va se retrouver dans une situation de 3 contre 2 où John Silver va se montrer très combatif pour essayer de résister à tout l'élite, mais malheureusement succomber. Et on est dans cette situation de 3 contre 1 avec des plans. Et c'est là peut-être la force de l'élite dans le backup, le storytelling, très référencé au combat
que Omega et Page avaient livré contre les Young Bucks à Révolution juste avant la pandémie, qui est certainement mon combat préféré de l'année 2020. Merci encore pour vos retours pour le top 20 des matchs de l'année 2020. Certains savent. Et c'est là que AEW, je trouve, ont pas fait du tout d'erreur, parce que dans cette situation de 3 contre 1, on s'attendait peut-être à ce que Hangman Page réussisse l'impossible, à savoir battre et les Bucks et Omega pour pouvoir valider son title shot. Et de ce fait, Hangman Page, il est obligé de gagner à 3 contre 1, mais ils l'ont pas fait. Il va réussir après un buckshot lariat et pas mal de near fall totalement folle à sortir Matt Jackson, mais finalement c'est Nick Jackson qui va l'empêcher de porter la buckshot. Et Omega va finir le travail avec l'ange à une seule aile. La suite, vous la connaissez, c'est la même depuis tout le temps vis-à-vis de ce finish 1, 2, 3, victoire d'Omega et de Nick Jackson. Il y a une espèce d'ascenseur émotif qui s'est construit auprès du public parce qu'ils étaient hyper emballés à l'idée de voir Hangman Page peut-être remporter le match. Et j'ai lu beaucoup sur internet que c'était pas une bonne décision de faire perdre Hangman Page, mais je pense au contraire. Souvenez-vous, il y a 2 ans, Hangman Page, hein, c'était peut-être un synonyme de Roman Reigns, un mec qui voulait trop nous forcer en haut de la carte et qui suscitait très peu de réactions. En 2 ans d'écriture soignée, ils ont créé un héros pour le public. C'est un babyface qui prend avec tout le monde, il est super dans le ring. Et la méthode que les Bucks et Omega ont rapporté de PWG New Japan quand ils faisaient équipe à 3 pour susciter énormément de hits autour d'eux dans leur arrogance. Je trouve que la recette fonctionne bien et j'ai hâte de savoir comment le scénario va s'inverser pour qu'on ait bien Page contre Omega à All Out. Je continue d'y croire, à moins que, voilà, comme vous le savez, les futures signatures viennent perturber tout ça, et on l'espère pas. On retrouve Alex Marvez en interview avec Pac, qui va être interrompu par Chavo Guerrero et Andrade El Idolo. Pac, il est pas content parce que ses potes du triangle, là, ils sont pas là. Il y a tout un truc un petit peu bizarre qui est en train de se mettre entre eux. Ils bossent pour toi, ils bossent pas pour toi, et finalement, les mecs qui visiblement devaient arriver aux shows sont pas là. Je comprends pas exactement, parce qu'ils vont pas être à Dynamite. Ils vont peut-être enregistrer des trucs après pour Dark. Cet angle va juste servir peut-être de rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais pas de nous amener sur quelque chose d'évident. Donc bon, c'était étrange. Taz, ils l'ont installé sur un pupitre, le Taz, comme ça il est plus grand, il est tout content, il vient pour célébrer bien entendu la victoire de Ricky Stark qui a remporté le championnat FTW, qui est plus un titre honorifique qu'une véritable compétition au sein de la compagnie. Il y avait tout un orchestre qui était là pour jouer un petit peu de fanfare. Vous savez à quel point je suis sensible à la fanfare. Ils jouaient le pont de la rivière Kwai et mais rien que ça, on est bien. Bon, Ricky Starks, il va faire toute une promo pour chambrer Brian Cage. Il a une super bonne delivery, mais le fond est pas forcément des plus excitants. Brian Cage va se pointer, il va taper sur les musiciens, dont le mec qui faisait du tambour. Hop, il s'est pris un tambour sur la tête. Il a pété un trombone. Jim Ross, il a pu faire une petite shoot à Xavier Woods en disant les trombones, ça a rien à faire dans le monde du catch. Micro-course poursuite, Ricky Starks y parvient à se barrer. Le programme devrait continuer, mais c'était pas non plus si excellent. Et derrière, on a cette putain d'annonce. Les commentateurs, ils nous disent Tony Khan, il a encore frappé avec sa porte interdite. Hiroshi, putain de Tanahashi, qui apparaît sur un truc vidéo en disant qu'il va challenger le vainqueur pour le championnat IWGP US entre Lance Archer et Kuleo. Mais on le saura un petit peu plus tard, ça se fera pas à Dynamite, ça se fera à Résurgence, le prochain pay-per-view de New Japan, et même le premier gros show qu'ils vont faire spécifiquement pour les États-Unis. Donc Hiroshi Tanahashi va être aux États-Unis. Et on va reparler d'Hiroshi Tanahashi parce que les chances de le voir combattre dans un ring de l'Elite Wrestling sont pas nulles, hein. On risque de le voir. Mais j'en parlerai un peu plus tard. FTR contre Proud and Powerful, ça démarrait un peu bizarrement, qu'on avait vraiment affaire à une foule assez calme, qui était plus en phase d'observation, voir comment les deux équipes allaient peut-être nous surprendre dans leur in-ring. Malheureusement, c'est pas un match qui va se dérouler exactement comme prévu, alors que l'ambiance était en train de se créer. Il y a eu une espèce de tag de Dax Harwood à Cash Wheeler pour porter une combinaison d'une superplex et d'un splash depuis la 3ème corde. Le problème, c'est que Cash Wheeler va se faire pousser par Santana et se niquer le bras sur, je sais pas exactement si c'est le tendeur du ring ou autrement. Et on a vu ces images, alors c'est très discret, il faut un peu zoomer tout ça, une putain de plaie s'ouvrir au niveau de l'avant-bras de Cash Wheeler qui va jamais réintégrer le combat, il va jamais refaire le tag alors qu'il était l'homme légal. Ils vont se démerder pour amener le finish de manière totalement abrupte entre Ortiz et Dax Harwood qui va l'emporter après un brainbuster. Alors c'est dommage, mais ils y peuvent pas grand chose, le finish fait très plat et Dax Harwood va tout de suite au contact de Dash Wheeler qui est en train de se faire soigner par toute l'équipe médicale. On n'a pas eu plus d'informations sur la nature de la blessure et ce qui s'est réellement passé, c'est peut-être pas si grave même si la plaie était assez impressionnante. Petit point noir, c'est dommage, mais bon, ils y peuvent rien. Britt Baker, là aussi, il y a eu de la casse la semaine dernière contre Nyla Rose. Elle s'est fait péter le poignet et on n'a pas eu d'informations. Absence, convalescence, pendant combien de temps? On a déjà vu des catcheurs lutter avec une attelle, le poignet pété. C'est pas forcément hyper handicapant, même si c'est pas à prendre non plus à la légère. Tony Schiavone, et là, putain, ça va être important, c'est un moment clé de ce putain de show, nous annonce que pour la 2e semaine de diffusion de Rampage, AEW sera présent à Chicago
dans une putain de salle qui peut accueillir presque plus de 20 000 personnes. À Chicago, plus de 20 000 personnes. Ils font quoi les gens à ton avis? Ça gueule CM Punk dans tous les sens, tout le monde chante CM Punk. Cela dit, ils ont pas laissé le chaîne se propager de ouf parce que les commentateurs parlaient par-dessus et ils nous ont tout de suite indiqué qu'on allait retrouver Darby Allin et Sting en interview. Darby Allin, il est là avec Alex Marvez. Moi je suis prêt, je serai à Chicago. Et vous savez, il y a plein de mecs qui se prétendent être les meilleurs, voilà, mais c'est chez All Elite qu'il faut le prouver, c'est l'endroit où ça se passe, même pour tous ceux qui se prétendent être les best in the world. Le mec, il a lâché ça au plus grand des calmes. Il y avait peut-être, tu vois, des gars qui disaient mais non, calme-toi, best in the world, on va peut-être pas trop s'enflammer, il sera pas là si un punk. Et là, d'un coup, le mec te sort ça, quoi. Moi, je comprends, Tony Khan, le fait qu'il ait une putain de confiance en ce moment, à chaque fois qu'il passe dans des médias, qu'il fait ouais, je peux pas te dire, je peux pas. Et il a ce sourire là, un petit peu narquois, en disant je suis trop en contrôle, frère, tout se passe bien. Avec cet enchaînement et un autre truc qui va se passer un petit peu plus tard dans le show, si CM Punk est pas là le 20 août, c'est une mission suicide. Que de nous laisser sous-entendre à ce point que Punk va être là sans qu'il soit là. C'est improbable, c'est impossible. CM Punk sera chez All Elite. Le 20 août et même peut-être avant. Je l'ai dit, je serai en live sur Twitch pour suivre ce putain de show du 20 août. S'il est pas là, je pète des écrans. Je pète tout. Après ça, le thème du Bullet Club et l'ancien thème des Guerrillas of Destiny. Bon, petit coup de clic, derrière c'est Hikuleo qui vient catcher. Bon, Hikuleo, je suis pas un immense fan, mais il va affronter Lance Archer. J'ai pas eu de doute, le match n'était pas exceptionnel, j'ai juste super popé pour l'entrée de Haku, qui a accompagné Hikuleo, et Haku, il a fait le Tongan Death Drip à ce bon vieux Lance Archer pendant la pub. C'est un peu con, il a fait ça pendant la pub, mais grosse pop, les gens étaient contents de le voir. Victoire en fait hyper facile pour Lance Archer. Hikuleo, j'ai jamais trouvé très très menaçant. Archer conserve et c'est lui qui ira affronter Hiroshi Tanahashi à Résurgence. Et vis-à-vis de Tanahashi, je vous dis, je reparle après. Backstage, dans la Gorilla Position de All Elite Wrestling, Cody est interrogé au sujet de son futur combat contre Malakai Black. Il va rien avoir le temps de dire que Malakai Black va l'attaquer, quoi, lui porter des coups de pied. Ils vont se déplacer vers la rampe d'entrée pour se bagarrer. Il y a de la sécurité qui va les séparer et on a clairement compris que le public était rangé derrière Malakai Black et commençait à huer plutôt copieusement Cody Rhodes. Malakai, grosse classe, il a son maquillage autour de l'œil est en train de, je sais pas, de s'étendre au niveau de la barbe, donc j'ai l'impression que plus on avance, plus ce maquillage grossit et plus Malakai veut nous expliquer quelque chose. Ce sera hyper intéressant de savoir quel look aura Malakai Black la semaine prochaine à Homecoming. Est-ce qu'il aura juste le slip, est-ce qu'il aura le pantalon, est-ce qu'il y aura d'autres choses, d'autres artifices, un maquillage. La bande à Matt Hardy, Privé de Party et Angelico vont faire face à Christian Cage et le Jurassic Express. C'est bon enfant, il y a Luchasaurus qui s'amusait à porter des triples, quadruples German Suplex. Victoire des Babyface avec un Christian Cage, voilà, qui restait très fort. Mais qui a été attaqué par The Blade à la fin du match. On sait que The Blade, il fait partie du clan Matt Hardy. Ils ont déjà annoncé pour la semaine prochaine The Blade contre Christian. Un tout petit clip pour nous rappeler qui est Nick f***ing Gage, avec des images empruntées à Game Changer Wrestling où on voit le mec avoir peur de rien, nous rappeler qu'il a eu une mort cérébrale pendant plus de 10 minutes sur un match face à Thumbtack Jack il y a 10 ans au Tournament of Death, je sais plus exactement. En effet, le mec est à craindre, mais est-ce qu'il est connu du grand public et surtout est-ce que le grand public, le famoso grand public, est adepte des deathmatchs? Découvrira un petit peu plus tard. Thunder Rosa, elle va battre Julia Hart en quelques minutes à peine, il n'y a pas grand chose à retenir, les gens étaient à fond derrière Thunder Rosa qui va être, on le sait tous, bâtie très très forte pour la suite des aventures de la division féminine. Parlons de division féminine, Legit Layla Hirsch sera de retour la semaine prochaine, elle fera face à The Bunny. Et Miro, qu'est-ce qu'il est beau, va défendre son championnat TNT contre Lee Johnson qui fait son retour de blessure. On retrouve backstage un homme qui nous a été présenté ainsi, il connaît bien Chris Jericho, il connaît bien Nick Gage, mais il va absolument pas parler du match à venir, c'est Jon Moxley. Et Moxley ne va s'adresser qu'à une seule personne, Hiroshi putain de Tanahashi, laissant aller sa frustration de pas avoir pu retourner au Japon. Alors il comprend pas parce que les Français, eux, ils peuvent aller au Japon pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais qu'est-ce qu'il veut, Jon Moxley? Il dit là, la France, c'est bien la France, Teddy Riner, tout ça là, médaille de bronze. Bon, on est déçus. Jon Moxley, voilà, qui challenge Tanahashi, il lui dit reste sur tes gardes, etc. Donc ça pue, le fait que Tanahashi prenne le titre à Lance Archer et qu'il vienne chez All Elite Wrestling pour faire face à Jon Moxley, qu'il va falloir occuper, tu vois, avec un gros nom. S'il y a All Out, on a Moxley contre Tanahashi, je pense qu'on peut être ravi, on peut être très content, on peut s'estimer heureux. Bon, le main event, j'ai pris volontairement 24 heures de plus pour enregistrer la suite. T'as vu, j'ai pas la même casquette, l'éclairage il a un peu changé, mais on va faire comme si. Nick Gage contre Jericho, ça aura eu des conséquences assez incroyables sur un point de vue communication et peut-être un symbole très très fort de la rupture
que AEW est en train d'opérer vis-à-vis de WWE, et ce qui a été un petit peu le formatage du catch à la télévision pendant les 20 dernières années. WWE, on le sait, dès lors qu'ils ont vu All Elite faire des matchs un petit peu plus violents, avec beaucoup de sang, etc., ils ont dit Blood and Trips, ils sont en train de mettre à l'eau tout ce que nous on a réussi à sortir du catch pour pouvoir lisser notre image, et on sait que pour WWE, ça a été une clé pour avoir de nouveaux sponsors, Peacock, la Fox, tous les trucs Make-A-Wish, etc. Le fait que le produit soit beaucoup plus PG a permis énormément de gros partenariats pour la WWE. Pas de souci, on s'associe à votre image, c'est toujours propre, c'est toujours clean, ça va. AEW, eux, non. Ils sont plus dans cette idée de vouloir laisser ressembler le catch à ce qu'est le catch. Et aussi, pas l'oublier, quoi. Le catch, il a été ultra populaire à la fin des années 90, et à la fin des années 90, c'était la fameuse Trash TV de Vince Russo. C'était des matchs hardcore, en veux-tu, en voilà, du sang et des tripes, et All Elite Wrestling, ils se sont dit, bah oui, mais ça a toujours existé, tu vois, les compagnies indépendantes, elles se sont pas arrêtées à faire du deathmatch, ils ont même continué, ils ont même poussé le truc encore plus loin qu'on n'aurait peut-être jamais imaginé, et mine de rien, les retours sont particulièrement excellents. Il y a eu beaucoup plus de téléspectateurs présents pour ce main event, un buzz considérable, et d'ailleurs, le buzz qui était peut-être le moins prévu, c'était le buzz autour de Domino's Pizza, parce que Nick Gage, il a cette particularité de se battre avec un rouleau à pizza là, pour découper des parts. Il était en train de tartiner le front de Chris Jericho, ça part à la pub, et là on a picture in picture le coup de roulette de la part de Nick Gage, à côté de ça, Domino's Pizza, tiens, nos pizzas on vous les livre, etc., on vous les coupe, et forcément ça a fait hurler de rire absolument tout le monde, sauf Domino's Pizza. Eux ils se sont dit, bah non, on veut pas être associés. On savait pas. On savait que c'était PG-14, mais on voulait pas être associé à ça. Et c'est peut-être une erreur là de la part de All Elite Wrestling, parce que je vais pas dire que tout le monde a apprécié le deathmatch en main event. Il y a des gens qui sont choqués, qui veulent pas voir ça, qui ont toujours considéré le deathmatch comme un truc qui n'est pas du catch, c'est de la barbarie, et leur problème, y a pas de souci, je peux respecter. AEW, ils ont pas non plus mis de message d'avertissement, comme quoi là on passait de TV-14 à TV-18 ou je sais pas quoi. Vous allez voir du catch, il y a juste pas de règles. Ils ont jamais annoncé le fait que c'était un deathmatch, ils ont juste dit c'est un match, y a pas de règles. Pas de disqualification, pas de règles, faites ce que vous voulez. C'est bien que dans le deathmatch, dès lors que va y avoir des néons, des plaques en verre, on a franchi un cap. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Nick Gage, qui met des coups de néon à Chris Jericho, qui a vachement bien joué le truc, c'était super. Le match était cool. Bon, c'était des successions de spots, c'est sûr, c'était spectaculaire. Pour les gens qui ont découvert ça, ils ont fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont réveillé les voisins, venez voir ce qu'il y a dans notre télé. Bon, ça sera à double tranchant, hein, sans vouloir non plus utiliser un rouleau à pizza. Il y a eu du malaise. Moi, j'ai été mal à l'aise au début parce que Nick Gage, en effet, grosse superstar du catch ultra violent, et je considère moi comme une des légendes au même titre que les Necro Butcher, Sick Nick Mondo, Thumbtack Jack, John Kasai au Japon, je peux pas l'oublier. Moi, j'adore le deathmatch. Voir un mec comme Nick Gage réussir à créer le pont et être le premier véritable catcheur de deathmatch à être télévisé devant une aussi grosse foule, aussi grosse audience aux États-Unis, c'est improbable. C'est incroyable. C'est encore une fois, tu vois, ce système des clés, des portes interdites, qui ont tendance à me mettre mal à l'aise, parce que sous la coupole AEW, je me dis que là, ils ont un catch qui va leur permettre d'unifier un petit peu tous les styles, tous les genres, et de pouvoir derrière se prétendre être les meilleurs. Pas juste les meilleurs dans le style entertainment. Ils sont peut-être en train d'écrire des trucs, de mettre les pierres d'une fondation pour créer le truc, venez, vous voyez bien, c'est l'élite, il y a tout. Bon, Nick Gage, ils auraient dû lui donner un peu plus de prépa, parce qu'il était pas fait pour la télé. Nick Gage, moi quand je le vois rentrer au ring, je m'attends à ce que, il y a toute la foule qui vienne sur lui, tu vois, comme dans le circuit indépendant, là, le voir arriver seul, avec autant de distanciation avec le peuple, ça m'a fait bizarre. Et lui-même a pas été à l'aise. Jericho, il était pas à l'aise. Nick Gage, on sentait qu'il avait un petit peu peur, tu vois, pas non plus trop déconner. Et n'allez surtout pas lui dire qu'il avait peur, parce que sinon, s'il me retrouve, on n'a plus de chaîne CSL Catch, on fait plus rien, voilà. Donc il avait pas peur. Jericho, lui, par contre, dès lors qu'ils ont été chercher, des artifices, etc., les néons, ça s'est mieux passé. Et on en a pris plein la gueule. Et, tant mieux. À un moment, le conformisme, on va mettre ça de côté. Ce qui me met mal à l'aise, véritablement, c'est d'anticiper la suite. D'anticiper ce que j'ai peut-être rêvé, moi, pendant 20 années de fans de catch, surtout de fans de catch indépendants, que All Elite Wrestling allait péter des barrières et peut-être nous offrir des dream matchs qu'on n'aurait jamais espéré voir un jour. Même si c'était pas un dream match, putain, Chris Jericho contre Nick Gage, est-ce que c'était possible un jour?
Bah, All Elite Wrestling, ils nous ont juste dit, vas-y, on le fait. Comme la semaine prochaine, voilà, j'ai oublié de parler de ça, MJF, là, qui se radine en faisant la même putain de promo, même début de promo que la pipe bomb de CM Punk, s'il n'y a pas encore des indices, là. Il nous dit, ouais, au fait, il y a 2 ans, là, tu me disais, t'as affronté Juventud Guerrera, ça a inspiré mes parents pour tout ça, voilà. C'est qui Juventud Guerrera? Il a été sur Google, et il a dit, ok, bah, la semaine prochaine, Jericho contre Juventud Guerrera. Gros nostalgia act, et les gens étaient ravis dans la salle de dire, putain, Juventud Guerrera, il revient pour faire une pige, pour affronter Jericho. Ça sent un petit peu la tournée d'adieu, hein, pour Jericho, là, d'affronter un petit peu tous ses anciens rivaux, etc. J'attends Landstorm, là, peut-être le 4 ou le 5, il y aura probablement Landstorm, et je ne sais pas quels seront les autres noms pour terminer ces incroyables 5 travaux qui sont tout excitants, tu vois, à suivre. Mais il se passe un truc, hein, chez Elite Wrestling. Ils sont en train de changer les codes, et ils vont ramener bientôt le mec qui a dit je vais changer la culture. C'est pas banal. C'est tout pour moi. Pas vous retenir plus. Vous attendez la revue de SmackDown, je vais vous faire la revue de SmackDown. Pas de soucis. C'était Sturi. Restez fort. Tout le monde. Surtout. Allez, roulette à pizza. Ciao, bye bye.